Ces hommes ont été sélectionnés parmi une centaine de volontaires. Leur rêve, se lancer à la conquête du ciel. Ils sont 7. Vous connaissez déjà le nom de quelques-uns d'entre eux. Grissom, Cooper, Glenn, Slayton, Shiro, Shepard, Carpenter. Depuis 2 ans, ils se préparent, ils s'entraînent pour devenir des cosmonautes accomplis. Non pas comme de simples robots, mais comme des ingénieurs, des pilotes d'essai, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice. Le lieutenant-colonel John Glenn, par exemple, qui vient d'accomplir 3 fois le tour de la Terre en 4h56, était spécialement chargé des recherches pour l'aménagement de la cabine spatiale. Pendant 2 ans, John Glenn et ses camarades ont accompli les mêmes gestes, ont été soumis aux mêmes efforts dans l'attente du jour J de leur H. Nous allons les suivre dans quelques phases de cette préparation qui a abouti à l'exploit que tout le monde connaît. Voici l'épreuve de la centrifugeuse qui soumet l'organisme à des accélérations et à des décélérations brutales que Glenn a rencontrées. Il les a rencontrées lors du lancement et au moment du retour dans l'atmosphère. L'homme est assis dans la position du fœtus, exactement comme dans la capsule, jambes repliées, sur un fauteuil à ses dimensions. Les empreintes du corps de chaque cosmonaute ayant été prises avec précision. Voici un autre appareil que Glenn connaît bien. Le problème est de contrôler le vaisseau spatial sur 3 axes avec une seule commande, la même qu'il a trouvée dans la capsule Mercury qu'il vient de piloter. Ici, Glenn rencontre toutes les positions qui sont possibles dans l'espace. Il plonge, il roule, il glisse et il réagit comme il a été appelé à le faire hier. Combien de fois Glenn n'a-t-il pas participé aussi à cet exercice? Sortir de la capsule par le haut de la cabine et s'installer dans un canot pneumatique en cas de non-fonctionnement de la ventilation. Si la cabine coule, Glenn a appris également à se dégager sous l'eau. Bien que l'atterrissage dans un désert soit une éventualité peu probable, Glenn et ses camarades ont été laissés dans le désert du Nevada, livrés à eux-mêmes pour une opération survie. Ils se servent de leur parachute pour se fabriquer des turbans et se préserver des rayons du soleil. Tous les cosmonautes sont d'excellents pilotes d'avions à réaction. Ils totalisent au moins 1500 heures de vol. Piloter pour eux est nécessaire et ils n'hésitent pas à le faire souvent. Le jeu le plus amusant pour les cosmonautes consiste à évoluer gracieusement dans le vide, dans les conditions d'apesanteur rencontrées par Glenn. Les fusées Atlas, d'un poids supérieur à 100 tonnes lorsqu'elles sont pleines de carburant, sont fabriquées en série. La capsule Mercury pèse 1 tonne. Elle est placée au sommet de la fusée Atlas au moment de l'envol. C'est l'habitacle du cosmonaute. Il mesure 1,25 m de diamètre et comprend une multitude d'appareils de contrôle. L'appareil d'entraînement est une reconstitution parfaite du vaisseau spatial. Il reproduit exactement les conditions du vol accomplies par Glenn. Tous les instruments fonctionnent et permettent au pilote de se familiariser avec la position et la manipulation de chaque commande. Enfin, c'est l'ultime examen physique. Voici le grand moment venu. Le cosmonaute le subit avec une entière confiance. Il sait qu'il est en forme.
Avant de quitter le hangar pour la tour de lancement, le médecin fixe les instruments et les fils qui permettront l'enregistrement des réactions corporelles au cours du vol. Ces instruments donneront des informations sur le fonctionnement et les réactions de tous les organes de Glenn. Le cérémonial est toujours le même. Shepard, Slayton, Glenn l'ont connu. Équipé, casqué, sérieux, songeur, le cosmonaute arrive sur l'aire de lancement dans un énorme camion. Les parois de la fusée Atlas, faites d'un alliage d'acier au titane, ont une épaisseur, écoutez bien, une épaisseur inférieure à 1 mm. La rigidité de la fusée est assurée comme pour un ballon par le gonflage à l'aide de gaz appropriés. Sinon, la fusée s'affaisserait sur elle-même. Une fusée Atlas demeure continuellement sous pression. Glenn est arrivé donc de nuit bien avant le moment fixé pour le départ, car il va se passer plusieurs heures avant le lancement. Et pendant 4h16 utilisées aux dernières vérifications, Glenn est demeuré seul dans la capsule, communiquant avec l'extérieur par micro. C'est l'un des moments les plus pénibles pour le cosmonaute, celui où les nerfs de Glenn ont été soumis à l'épreuve la plus dure. Celui où le cosmonaute chevauche une fusée contenant plus de 100 tonnes de propergol, substance propulsive presque aussi dangereuse que la dynamite. Et la mise à feu arrive comme une sorte de libération. All right, lift off and the clock is started. Yes, sir, reading you loud and clear. This is Freedom 7. The fuel is go. 1.2G. Cabin at 14 psi. Oxygen is go. Bientôt, Glenn file à près de 30 000 km à l'heure sur l'orbite choisie. Après avoir effectué 3 tours complets autour de la Terre, la capsule est renvoyée vers l'altitude de déclenchement des rétrofusées, lesquelles ralentissent l'appareil et lui permettent de se retrouver sur la ligne d'attraction terrestre. C'est un moment délicat. En raison de la vitesse et du frottement dans l'air, l'engin est soumis à une terrifiante chaleur. La capsule possède une double paroi séparée par une grande quantité de matières isolantes. Ces matières ont permis de tenir Glenn à l'abri. Voici, filmé au ralenti, l'ouverture du parachute. Et voici comment Glenn a vu l'ouverture de ce parachute à travers son périscope. La récupération de la capsule s'effectue par hélicoptère. La mission est terminée. Il ne reste plus qu'à en tirer les enseignements afin d'intensifier la préparation du projet américain Apollo, véhicule cosmique qui, dans 2 ans, doit effectuer le tour de la Lune avec 3 hommes à son bord.